Salut les sportifs, nous sommes au mois d'août 2023 et comme c'est les vacances un petit peu pour tout le monde, on vous propose des rediffusions des meilleurs épisodes de la saison 3 du podcast Devenir triathlète. Alors accrochez-vous à vos écouteurs, c'est parti pour 5 épisodes que vous avez très certainement déjà écoutés. Éclatez-vous et n'hésitez pas à nous faire vos retours. On se retrouve début septembre après de bonnes vacances bien réparatrices que l'on aura espéré bien sportives et on attend avec impatience vos retours. À très bientôt. Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous écoutez un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour co-animer cet épisode, Olivier Descuteur, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano. Et cette semaine, nous avons un superbe invité qui nous a été recommandé par Philippe Martin, à savoir Mohamed Lana. Salut Mohamed. Salut Armano, salut Olivier. Mohamed, nous avons une tradition dans ce podcast, c'est de consacrer les premières minutes à notre invité pour qu'il se présente. Donc dis-nous tout. Qui est Mohamed Lana ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Où habites-tu ? Et comment s'est passée ta première rencontre avec le sport ? Donc, je m'appelle Mohamed Lana, je suis né à Casablanca, j'ai 39 ans, je suis né avec une malformation au niveau de ma jambe droite. C'est similaire d'une amputation fémorale, mais c'est un handicap de naissance. Au Maroc, j'ai grandi avec, comme tous les enfants, en jouant le foot, jusqu'à l'âge de, je dirais, 10-11 ans. Mon père a fait connaissance d'un champion paralympique en natation, parce que mon père il est un chauffeur de taxi. Et en fait, au lieu de le ramener à la destination, il l'a ramené à la maison pour me voir. Et je me rappelais bien de ce gars-là. Il était très grand, avec des mains très, très grandes, tout. Donc, moi, j'étais très timide à l'époque et je me cachais derrière ma mère. Mais il voulait me parler de ce qu'il fait. Donc, jusqu'à maintenant, il est le seul champion paralympique en natation au Maroc qui a une médaille paralympique jusqu'à maintenant, paralympique ou olympique. Et puis, il m'a ramené avec lui un jour dans ses séances d'entraînement. Et c'était la première fois pour moi d'avoir une piscine. Et il m'a dit, à l'époque, il s'entraînait pour un événement. Donc, il m'a demandé de s'asseoir au bord de la piscine et attendre qu'il finisse ses entraînements. Et moi, j'étais impressionné. C'est la première fois que je vois une piscine. Et il y a le maître nageur qui est passé à côté. Et il m'a demandé, toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu sais nager? Et j'ai dit, oui, je sais. Il m'a dit, montre-moi. Et sans hésitation, je me saute dans l'eau et je me trouve au bas de la piscine. Donc ça, c'était ma première expérience avec. Sauf que tu savais pas nager. Non, j'avais un piscine. Et toi, t'as sauté à l'eau. Mais j'avais peur qu'il va. Yalla quoi. Et j'avais peur qu'il va foutre dehors, donc c'est pour ça que j'ai dit oui, je sais. Ça, c'était ma première expérience. Après ça, j'avais envie d'apprendre à nager. On avait une seule piscine à Casablanca à l'époque, donc c'était difficile d'avoir des heures d'entraînement. C'était un peu cher pour mes parents aussi, donc après une galère pour aller à la piscine, c'était une fois par semaine pendant des années. Moi, j'étais heureux avec ça parce que ça m'a permis d'apprendre à nager, de participer dans les compétitions locales. Mais c'était pas assez pour progresser, pour apprendre à nager, pour faire des compétitions au haut niveau. Donc, on a laissé tomber. Mes parents m'ont demandé de se concentrer à mes études. Donc, après mon baccalauréat, j'ai fait l'équivalent d'un BTS en France, en art graphique. Et après, j'ai commencé à travailler dans une agence de communication au Maroc. Et la vie, c'était comme ça, juste travail, maison, rien de spécial. Et encore mon père qui a entendu de ce centre le service des anciens combattants de France à Casablanca. Quelqu'un qui a parlé de ce centre. Un jour, il m'a ramené là-bas et ils ont un service d'appareillage. Et puis, par chance, par hasard, il y avait un stage d'apprentissage pour les prothésistes marocains par un prothésiste français. Il s'appelle Jean-Luc Clemenceau, qui habite dans l'Alsace. Et puis, lui, il a animé ce stage. Il m'a dit qu'il va faire un raid de VTT entre des amputés marocains et français. Est-ce que tu as envie de participer? Alors, encore une fois, j'ai jamais fait de vélo avant. J'ai pas de vélo. J'ai dit, OK, pourquoi pas? J'ai dit oui, bien sûr. Donc, après une année, on se retrouve
en la ligne de départ pour cette aventure. J'avais le vélo, je me rappelle, un mois avant le départ. Donc, pour la première fois, essayer d'apprendre. J'avais pas de casque, pas de chaussures, rien. C'est juste l'aventure. Et ça, c'est la première fois que j'ai appris à faire du vélo et j'ai adoré parce que tu sens le vent, tu commences à bouger un peu rapidement. J'ai commencé à faire un peu d'aventure. À l'époque, il y avait un nouveau prothésiste qui venait au Maroc, il s'appelle Patrice Askagota, qui est de Toulouse et qu'on est devenus très amis jusqu'à maintenant. Et lui, il m'a ramené dans la forêt à côté pour apprendre et c'était une belle expérience pour moi. Ce raid-là, c'était 500 km de moyenne classe. Et pour moi, c'était une expérience qui m'a ouvert mes yeux. D'abord, voir des amputés de France, différentes amputations, tout le monde en short, tout le monde est bien équipé. De voir dans le côté marocain, on est tous en pantalon, cacher notre handicap. Et pour moi, j'ai observé tout ça donc pour voir la différence. Et ça a commencé à changer. Ça, c'est mon handicap. Je vais vivre avec ça. Je vais pas le cacher, moi aussi. C'est ça. On a fait 500 km. C'était magnifique, une expérience. C'est la première fois que j'ai visité l'Atlas, le Moyen Atlas. C'est la première fois que je visite mon pays. Et il y avait un sens de liberté que j'ai jamais senti avant. Après, on était invité à un autre raid dans les Vosges l'année suivante. Et aussi, c'était un truc de fou. J'ai adoré. Et c'est là où un jour où je parlais avec Jean-Luc Clémenceau, le prothésiste. Et il y a aussi une organisation en France. Et on parlait d'autres athlètes, d'autres participants. Il m'a dit, ce monsieur-là, il fait le triathlon. Et j'ai dit, c'est quoi le triathlon? Et il m'a expliqué, c'est natation, vélo. Et je parierais que tu n'as jamais fait, il t'a proposé, tu as dit, allez, c'est bon, j'y vais. Non, 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 presque. À l'époque, mon français n'était pas aussi terrible. J'ai lui demandé de m'écrire le mot triathlon en bout de papier, parce que pour moi, c'était un peu compliqué, le triathlon, il y a RH et tout ça, donc pour ne pas rater, donc j'ai pris le mot, et quand je suis rentré chez moi, je suis allé chercher sur Internet et j'ai commencé à apprendre c'est quoi le triathlon, les distances, Ironman et tout ça. C'est beaucoup d'informations. Mais à l'époque, je faisais natation, j'avais un vélo. Mais à l'époque, mon prothésiste et mon docteur m'ont dit que je ne peux pas courir. On a essayé de trouver une chaise roulante. Et c'était très cher, presque $3,000 pour acheter une chaise roulante de course. Donc, on a essayé de trouver en France, on n'a pas trouvé. C'était impossible de trouver. Donc, c'est une longue histoire parce qu'on a fini avec mon ami Patrice. On a fini pour fabriquer une. On a travaillé pendant un mois, la nuit, pour fabriquer une. Et puis, longue histoire, j'ai pu commencer avec le wheelchair. Après, j'ai commencé à courir. Puis, j'ai quitté mon travail. Je suis allé en France pour vivre là-bas et s'entraîner. Puis, je suis allé aux États-Unis en 2009. Et puis, depuis là, la carrière, c'est devenu... J'ai envie de faire toutes les distances. Sprint, Half Ironman, Xterra, Extreme Triathlon. Toutes les distances, tous les types de triathlon. Et puis, de se concentrer pour les Jeux de Rio en 2016. Et puis, voilà, on est là. Waouh! En quelques minutes, tu nous as fait toute la présentation de Mohamed Lana. Il va falloir qu'on revienne beaucoup sur des étapes en arrière. Déjà, tu nous as expliqué que tu jouais au foot avec des camarades malgré ton handicap. Donc, on le rappelle, hein, tu nous l'as dit, c'est un handicap naturel. T'as pas été amputé, t'as pas eu un accident, t'es né comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour jouer au foot quand il nous manque une jambe, la hanche et autres? T'avais un pied par terre qui tapait dans le ballon et puis tu te déplaçais avec des béquilles? Quand j'étais petit, la différence entre mon pied et la jambe, elle était un peu courte. Donc, mon père, il me ramenait dans le cordonnier. Donc, il me met de la mousse pour faire l'équivalent. Donc, quand j'étais petit, la différence, c'était comme ça. Et à chaque fois, j'étais en plein agrandissement. À chaque fois, il ajoutait une autre... et c'est différentes couleurs, bleu, vert. Mais à certains moments, je jouais avec ça. C'était comme une chaussure, mais avec un épaisseur. Mais après quelques années, c'est devenu dangereux. Il se cassait tout le temps. J'ai changé au béquille. Donc, à l'époque, il m'a ramené chez le menuisier. Donc, il m'a fait des béquilles en bois.
Et je les ai cassés tout le temps parce que je jouais le foot tout le temps. Et après, elle m'a trouvé des béquilles en fer qui se cassaient pas. Et là, ça a resté pendant des années. Et on jouait avec les autres enfants. Dans mon quartier, j'étais le seul avec les béquilles. Donc, les autres, ils avaient peur de moi parce qu'ils avaient peur que je vais les faire mal avec les béquilles. Mais quand j'étais dans une école avec des personnes avec d'autres handicaps, différents handicaps, on jouait tous le foot. C'était magnifique, quoi. Tu voyais les béquilles dans l'air tout le temps. Des bons souvenirs. Donc, du coup, tu as fréquenté une école spécialisée pour les enfants handicapés ? Ouais, en primaire. Est-ce que, justement, avoir été confronté à jouer au foot avec des valides, puis après avoir plutôt pratiqué du sport avec d'autres personnes handicapées, ça t'a appris beaucoup de choses ? Tu étais peut-être encore jeune, mais est-ce que ça te fait mûrir plus vite sur certains sujets, et notamment l'acceptation de ton handicap ? Oui, je me rappelle bien... quand je joue avec les enfants, parfois, même à 10, 11, 12, jusqu'à 14 ans, parfois quand on perd un match ou quelqu'un qui marque un but ou tu fais un mauvais passe, les autres gamins ils vont dire des insultes et parfois je pleurais à cause de ça et je rentre à la maison. Ma mère est tout le temps, je me rappelais bien, tu vois, elle me chuchote pas, elle va pas me ramener à la maison, elle va pas aller me défendre, elle va me pousser, reviens et défends-toi ou pleure. Donc, à chaque fois, il me ferme la porte et il me laisse gérer ça. Donc, ça, avec le temps, j'ai commencé à ignorer ce que les autres disent. C'est une leçon qui est restée avec moi toute ma vie. Ouais. Et du coup, tu nous as dit qu'après, tu avais découvert la piscine grâce à ce client de ton papa qu'il avait ramené dans sa voiture. Et au lieu de le ramener à la piscine, il l'a ramené chez toi. Bon, déjà, c'était super sympa de la part de ce grand athlète, de ce grand champion, de venir chez toi pour te rencontrer. Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'il y avait cette envie de partager entre une personne para-olympique et puis quelqu'un qui peut-être devrait accepter son handicap, ou peut-être qu'il sentait, sans même t'avoir connu, mais peut-être par rapport à ce que racontait ton père, qu'il y avait des capacités en toi qui te permettraient de représenter le Maroc dans les plus grandes instances internationales? Ouais, c'était dans des moments qu'il n'y a pas d'explication, c'est juste le destin. Il n'y avait aucune raison. Mon père lui a dit que j'ai un enfant qui a 10 ans, qui est né avec cet handicap, et lui, je sais pas, c'était un moment magique qui a changé ma vie, quoi. Le fait qu'il est venu chez nous, qu'il m'a ramené avec lui dans une séance, c'était un des moments que je sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, mais ça a changé la vie d'un athlète, ça a changé la vie d'une famille, quoi. Et c'est incroyable parfois. Ça, je garde ça toujours dans ma mémoire quand quelqu'un qui me parle d'un autre enfant ou d'un autre cas, je me rappelle de ça et j'essaie de faire mon mieux de connecter avec les autres. Je sais que ça a un impact. Parce que quand on ne voit pas, on ne sait pas. À l'époque, je ne savais pas qu'il y avait une piscine au Maroc. Je ne savais pas qu'il y avait un champion en natation. Donc, le fait de le connaître en personne, tu commences à croire en ça, c'est possible. C'est très fort et c'est très important quand on voit pas, quand on touche pas les choses en main, on croit pas, on n'y croit pas. Et à quel moment tu t'es dit j'ai envie de faire la compétition et j'ai envie de gagner des courses? Donc après l'incident qui s'est passé avec moi dans la piscine, j'ai dit j'ai envie d'apprendre à nager. Mes parents n'avaient pas les moyens de payer l'abonnement et tout ça, donc et à l'époque j'étais à l'école primaire avec d'autres personnes avec handicap, donc on est allé voir cette association. Cette association, elle a un club de natation pour handisport, mais c'était que des adultes. Donc je me rappelle, je suis allé à parler avec l'entraîneur et elle m'a dit désolé, on n'a pas un programme pour les jeunes, on n'a que les adultes, on ne peut pas attends que tu as 15 ans, 16 ans, après tu peux nous rejoindre. Je me rappelle bien, j'étais à l'extérieur de l'organisation, j'étais avec un autre ami, et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer et pendant longtemps, et l'entraîneur,
vient me voir et me dit pourquoi tu pleures? Je dis j'ai envie de nager, j'ai envie d'apprendre, blablabla. Il m'a dit si tu me ramènes 5 ou 6 personnes de ton âge avec un handicap, je vais essayer de faire quelque chose pour vous. Donc, on est rentré à l'école et on a demandé à l'école, à la classe, tu veux apprendre à nager, tu veux pas apprendre à nager? Et donc, on a ramené, je sais pas combien, et puis on a commencé ce programme avec eux, une fois par semaine. Après un mois, tout le monde est acquitté sauf moi. Mais j'ai une photo. J'étais le seul jeune avec cette équipe, une équipe magnifique. Et qu'est-ce qui fait que toi t'es resté? Pourquoi les autres sont partis et toi t'es resté? Ouais, encore une fois, j'ai vu ce gars-là, ce champion paralympique, et puis j'avais envie de nager. Une histoire aussi marrante. Donc, pour commencer à nager, on devrait avoir, tu vois, la ceinture pour nous aider à flotter. Donc, l'entraîneur nous a demandé d'acheter le bouée. Ça coûtait, à l'époque, ça coûtait 200 dirhams, 20 euros, 25 euros, quelque chose comme ça. Et mon père, il a pris longtemps pour l'acheter, pour avoir l'argent pour l'acheter. Le temps qu'il a acheté, je rigole pas. J'ai appris à nager. Donc, j'ai senti très mal parce que mon père, il a fait un effort énorme pour l'acheter. Et t'en avais déjà plus besoin, quoi. Ouais, donc, moi j'avais envie j'ai beaucoup aimé nager. J'attendais toute la semaine ce moment-là pour aller nager. À l'époque, je prenais le bus moi-même de là où j'habite jusqu'au centre de la ville pour aller nager chaque semaine, chaque samedi à 10h du matin. Je sais pas, moi j'ai aimé. Après, quand j'étais le seul à venir pour les sessions, il m'a mis avec les adultes, donc j'ai commencé à nager avec eux. Et encore, c'était encore une autre leçon de vie parce que je voyais tous ces gens-là, différents handicaps. Et puis, c'est comme des stars pour moi parce que ils étaient trop vite, ils étaient très, très forts. Donc, j'ai essayé de nager avec eux, d'apprendre à nager plus rapide. Encore une fois par semaine, c'était pas assez, mais c'est tout ce qu'on avait à l'époque. Voilà. Tu avais déjà une prothèse ou tu as appris à nager sans prothèse? Ouais, on nage sans prothèse. Mais à l'époque, j'avais une prothèse qui était artisanale. Ça veut dire que le pied, c'est fait du bois et aluminium et de cuir. Il n'avait pas de genoux, il n'avait rien. Donc, ça m'a permis de marcher. C'est très lourd et c'est tout le temps le pied parce que c'est fait du bois. Donc, c'était pas fait pour faire autre chose. À l'âge de 24 ans, on a fait ce stage au service des anciens combattants. C'est là où j'ai eu ma première prothèse avec articulation. Donc, pendant quelques années, tu as vécu sans ta prothèse, enfin sans une vraie prothèse. Comment est-ce qu'on apprend à nager justement quand on a un handicap? Alors, forcément, tu vas me dire que tu n'es pas valide, donc tu sais pas par rapport à invalide. Mais est-ce qu'on apprend d'abord à flotter? Est-ce qu'on apprend d'abord à tirer avec les bras? Est-ce qu'on apprend à nager avec une jambe? Comment ça se passe des cours de natation quand on veut apprendre à nager et qu'on est justement victime d'un handicap? Ça dépend d'handicap. Pour moi, j'avais une jambe qui marchait, donc c'est un peu similaire d'une personne avec 2 jambes. À l'époque, je faisais beaucoup d'efforts avec mes armes pour compenser. Avec tes bras, tu veux dire? Donc, avec les bras, ouais, pour compenser, j'utilisais pas ma jambe. Donc, on peut nager juste avec les bras. Ouais, en soi, c'est ce que la plupart des triathlètes font. Enfin, finalement. Ouais. Mais par contre, si tu es paraplégique, par exemple, tu as du poids que tu dois draguer. Oui, bah ça, c'est-à-dire que tu flottes plus, quoi. Tes jambes coulent. Ouais, mais c'est un obstacle. Donc, pour les paraplégiques, par exemple, c'est bien dans la piscine de nager avec un bouée ou avec pas full wetsuit, like, juste les pinces. Une néo, mais juste au niveau des jambes. Ouais, au niveau des jambes pour aider un peu faire ce équilibre. Donc, pour moi, c'était pas un problème. Pour moi, le problème, c'était d'avoir une piscine, pas apprendre à nager. Donc, si on parle maintenant de ma natation, la façon dont je nage, c'est terrible. J'ai pas une bonne technique, mais l'un des problèmes que j'ai, c'est l'équilibre. Tu vois, avec des jambes, tu crées cet équilibre. Avec une seule jambe, tu dois créer différemment
Tu dois rectifier à chaque fois, tu dois compenser, voilà. J'imagine, t'as un bras plus fort que l'autre au final. Voilà. Donc, c'est juste, on s'adapte. En sport, en des sports en général, on s'adapte tout le temps. En natation, vélo, course à pied, on fait beaucoup d'adaptations pour y arriver. Et à ce moment-là, du coup, quand tu étais à fond dans la natation, enfin, en tout cas, t'en faisais un maximum dans la mesure du possible. Toi, à ce moment-là, tu faisais des courses, tu faisais déjà la compète, tu avais envie de faire la compète? Oui, au Maroc, on faisait le championnat du Maroc, Coupe du Trône au Maroc, mais ça restait là parce que, encore une fois, le niveau était pas très haut. Je gagnais, après 3-4 ans, je gagnais tout le temps les championnats du Maroc et tout ça, mais c'était pas. Je savais que on est loin du niveau international. Je savais que, pour moi, c'était pas quelque chose que j'étais vraiment fier avec. Ça reflète pas d'abord le potentiel. Je pense que je peux faire mieux, mais aussi, je sais que le niveau international, on est très, très loin, très, très loin. Je sais pas, à l'époque, je faisais 50 mètres, 1,19. Et ma catégorie dans les Jeux paralympiques en natation, je sais pas, ils font 50, 54, 55. C'est énorme la différence. Il n'y a pas moyen d'aller faire de la compétition internationale. Ouais. Et à ce moment-là, toi, est-ce que tu avais besoin de faire plus de renforcement musculaire, du coup, pour justement compenser ou quoi? C'était quelque chose que tu faisais à côté de la natation? Non, à l'époque, c'est juste une fois par semaine, c'est tout. Et rien d'autre. Rien, tu faisais pas de sport à côté, quoi? Non, pas à l'époque, non. Surtout quand je suis allé au lycée et commencé au travail, j'étais une fois par semaine, juste, on a gardé ça comme un club pour les amis. On fait les compétitions au Maroc, mais c'était juste pour se voir. C'est devenu, avec le temps, parce qu'on gagnait chaque année, c'est devenu c'est comme un événement social qu'une compétition. Ouais. Encore pour moi, ouais. Bon, mais à Casablanca, tu nous disais que tu n'avais qu'un seul créneau en piscine. Mais Casablanca, si je ne m'abuse, c'est au bord de la mer. Vous pouviez pas aller faire des sessions en mer? Ouais, ça c'est intéressant parce que ça, j'ai découvert avant, quand j'ai commencé le triathlon. Il y a une autre histoire parce que, en fait, à Casablanca, il y a un endroit à côté de la grande mosquée que je savais pas. C'était un endroit secret. C'est juste les gens du quartier qui le savaient. Et c'était comme une piscine quand il y a la marée bas. Et je savais pas cet endroit avant parce que j'habitais pas à côté. Mais je savais pas, il y avait des endroits à Casablanca où on peut nager sans danger. Après, quand j'ai commencé le triathlon, et aussi, j'avais un projet de faire la traversée de Gibraltar. J'ai commencé à faire beaucoup de sciences. D'ailleurs, à l'époque, je travaillais dans une agence de communication. Mon ami qui s'appelle Patrice Ascargorta, qui travaillait aussi comme prothésiste dans le service. On va y aller avant le travail à 6 heures du matin. On va nager et puis on finit, on va prendre une douche. Il y avait un McDonald's sur la plage et le gars, à chaque fois on finissait, il y a le gars qui arrosait les fleurs avec son tuyau. Il nous donne une douche et après on va aller au travail directement. Et ça, c'était quand je me préparais pour la traversée de Gibraltar, c'était 2 fois par semaine. Tranquillement, on fait ça, c'était magnifique, quoi. Ouais, donc pour revenir à tes années où tu étais plutôt nageur en piscine, pour le coup, tu nous as dit après que comme tu nageais, t'avais pas assez de créneaux, t'avais pas forcément de grandes ambitions internationales, et donc tes parents t'ont demandé de te concentrer sur tes études. Ce que tu as fait, est-ce que du coup, tu as un peu laissé le sport de côté ou tu as continué à pratiquer, mais vraiment en mode loisir, avant d'avoir une deuxième rencontre avec le sport? Mode loisir, une fois par semaine. J'ai réussi au lycée d'avoir 3 fois par semaine. Avec un ami et moi, on faisait des trucs. On voulait nager plus, donc on est allé voir le directeur de la piscine. Est-ce qu'on va avoir plus? Parce qu'elle était semi-publique. C'était pas 100% privé, donc on a appris qu'on peut essayer d'avoir plus de créneaux, mais les créneaux, c'était difficile avec l'école, c'était difficile de maintenir, tu vois. Et ça, c'est revenu encore juste les samedis. Et après le lycée, j'ai eu mon bac et puis j'ai commencé l'université. Je suis allé la première fois, je suis allé à l'université Hassan II, 3 fois. J'ai pas aimé du tout. Il n'y a pas une possibilité pour moi de continuer. Donc, et je peux pas dire à mes parents que je vais pas aller à l'université. Donc,
Je sais pas comment j'ai pu avoir 1800 dirhams pour un abonnement annuel à la piscine. C'est libre, tu vas nager n'importe quel moment tu veux de la journée, n'importe quelle heure, tous les jours. Donc, au lieu d'aller à l'université, chaque jour, je vais aller à la piscine pendant une année. Mes parents ne savaient pas. Je prenais mon backpack et au lieu d'aller à l'université, je vais à la piscine, passer la journée là-bas. Donc, attends, et tu nageais toute la journée du coup? En 2000-2001, ouais. Donc cette année, au lieu d'aller à l'université, je nageais chaque jour. Et tu faisais combien de kilomètres comme ça, combien d'heures de natation par jour? Donc c'était presque entre 3-4 kilomètres de natation chaque jour. Ouais. Mais encore, j'ai fait... Encore, c'est une faute de moyens, faute d'encadrement. J'avais pas d'entraîneur. Je nageais tout seul. Je faisais juste des kilomètres. J'ai progressé. J'ai fait un peu de progrès avant la fin de l'année. Mais c'était pas quelque chose que... Moi, je pensais à l'époque, j'ai accès à la piscine. J'ai tout ce temps-là. D'ici la fin de l'année, je vais devenir un champion paralympique. Mais c'était pas le cas. Bon, est-ce que tes parents le savent que tu n'as pas été à l'université? Parce que sinon, il ne faut pas qu'ils écoutent le podcast. Ouais. Ah non, maintenant ils le savent. Mais à l'époque, ils ne le savaient pas. Cette année, c'était une année magique pour moi. Je faisais exactement ce que j'ai envie de faire. Mais je ne sais pas si j'ai pris 10 secondes ou 5 secondes. Je ne sais pas combien j'ai gagné en 50 ou 100 mètres nage libre. Mais... c'était pas vraiment énorme le gain. Donc après cette année, j'ai dit à mes parents ce qui s'est passé. Et puis après, en fait, j'ai fait une application à l'école d'art graphique. Et quand j'ai eu l'acceptance, que je suis accepté, j'ai dit à mes parents que je vais aller faire ça au lieu d'aller à l'université. Et ça, c'était une bonne décision pour moi parce que le BTS, c'était plus pratique pour moi. C'était un BTS en art graphique. Et puis, j'avais la chance de travailler avec l'association pour personnes handicapées que je représente. J'avais la chance de faire du travail en infographie. Donc, pour moi, je vais à l'école et je fais des heures de bénévolat à l'association. Il y avait un événement comme une conférence nationale. Pendant l'école, j'ai fait l'affiche, toute la documentation. J'ai fait la création de ça et grâce à ce projet-là que j'ai fait, j'ai trouvé un travail à travers quelqu'un qui a vu ce que j'ai fait. Il m'a trouvé un travail directement dans une agence de communication et j'étais parfait pour moi. Juste après l'école, de commencer le travail, c'était bien. Et pendant que je travaillais à Saga, à cette agence de communication, mon père a fait reconnaissance de service des anciens combattants. Et c'est là que tu as commencé le vélo, quoi. Enfin, plus, pas juste le vélo, le VTT. C'est quand même encore plus technique, quoi. Ouais. J'ai eu ma première prothèse, une vraie prothèse, et ça a ouvert la porte pour faire du vélo. Mon prothésiste est mon ami Patrice Ascalgorta, qui est toujours au Maroc. On est devenus de très bons amis. Presque chaque vendredi, on va... comment dirais-je, pack the car, on va mettre les VTT, le camping, les tentes, tout ça. On va aller vendredi soir à côté de Marrakech et on va avoir un week-end de VTT, de camping. Et on a fait ça, je sais pas, pendant des années, quoi. C'était magnifique, quoi. Attends, et quand t'annonces à tes parents, ça, en fait, ça fait 1 an que je vais pas à l'université, mais que je vais à la piscine tous les jours, ils te disent quoi? Ça se passe comment? Ouais, mes parents étaient très stricts avec l'école, mais j'avais fait un post récemment. Ma père, il savait pas lire ou écrire, donc ma mère, elle est jamais allée à l'école. Elle apprend à lire, à écrire. Elle vient de commencer cette année. Elle est 64. Elle vient d'apprendre à lire, à écrire. Donc à l'époque, il savait pas lire ou écrire, donc c'était facile pour moi de rater l'école pour aller nager. Ouais, mais il y a un moment où tu l'as annoncé, à la fin. Ouais,
J'avais une bonne tactique. Quand j'ai annoncé que je suis pas allé à l'école, j'ai dit que j'étais accepté dans ce centre d'art graphique. Donc pour eux, le fait que j'avais quelque chose déjà en plan, ça a réduit le choc. Ok, t'avais déjà ton plan B. De leur réaction. La pilule était plus facile à avaler. C'est ce qu'on appelle la technique du sandwich en négociation. C'est tu donnes une bonne nouvelle, tu donnes une mauvaise nouvelle, puis tu redonnes une bonne nouvelle. Comme ça, Voilà. ça passe. Ok, et donc du coup, bon, alors ouais. Tu apprends à rouler à vélo. J'imagine que tu as dû te faire quelques belles gamelles au début, à VTT. Et donc tu prends goût, tu fais ça tous les week-ends pendant quelques années. Puis tu fais des compètes en France aussi. À quel moment est-ce que tu passes triathlète T'as quel âge à ce moment-là? Ouais, je sais pas, j'ai commencé le vélo à 24 ans. J'ai pas vraiment fait du course. C'était la seule course que j'ai fait, c'était une course de VTT au Maroc. Ça s'appelle à l'époque Marrakech Trophy. C'était 3 jours, 4 étapes. C'était magnifique. Mais à part ça, j'ai jamais fait de course. On faisait des événements, des raids. Ouais, des raids. Donc 2005, on a fait le raid au Maroc. On fait le raid en France. En 2007, j'avais envie de faire Casablanca jusqu'à aller en France en vélo. Il faut que tu m'expliques comment tu pédales sur la mer quand même. Non, ça c'est en prato. Le projet c'était de faire Casablanca et rouler à Tanger, prendre le bateau et après Tanger faire l'Espagne, France jusqu'à Nancy. Et moi j'ai préparé tout. Un ami à moi qui m'a presque fait toutes les étapes en Espagne et en France. Malheureusement, j'ai pas eu le visa pour aller en Europe, même si je suis allé avant, j'ai déjà voyagé. L'Espagne ne voulait pas me donner le visa, la France ne voulait pas me donner le visa parce que c'était un voyage en vélo, il n'y avait pas, tu vois, il y avait pas une destination, il n'y avait pas des hôtels, il y avait pas, c'est juste pour moi, le vélo, le camping à l'époque, donc ils ne voulaient pas me donner ça. Donc pour moi, c'était un moment triste parce que à l'époque, c'est comme j'ai commencé à avoir cette routine. Chaque été, j'ai un projet. Tu vois, le premier raid au Maroc, le deuxième raid en France. Et là, c'est un projet qui est un peu plus grand. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai pas le visa. J'ai déjà pris, je sais pas, 1 mois et demi de vacances de mon travail. Donc, au lieu de juste revenir au travail, j'ai pris mon petit frère, et je lui ai acheté un vélo et on est allé au sud. On a fait un voyage, aller au sud du Maroc. Donc c'était pas la même chose, mais juste on a fait quelque chose de différent et ça m'a permis de passer du temps avec mon frère. Voilà. Hyper cool. Et le triathlon, alors ça démarre quand? Donc 2006, c'est là où j'ai appris le mot triathlon. Et puis je rentrais avec mon prothésiste, on essayait de trouver une solution pour la course à pied. À l'époque, la possibilité de courir avec une prothèse c'était pas présente. Donc on a travaillé sur l'option d'avoir un fauteuil roulant de course. Tu disais que c'était pas possible parce que c'est quoi à l'époque, technologiquement ça existait pas, ou bien juste c'était hors budget, ou c'était quoi le frein? Non, c'était pas possible parce que mon docteur dit que c'est dangereux pour toi. Ah oui, d'accord, ok, donc c'était vraiment pour toi. Okay. C'était parce que c'est pas hip joint. I don't have hip joint. Comment ça s'appelle en français? C'est quoi ça? ouais, j'ai pas ça. Donc le docteur a dit que c'est dangereux pour toi à l'époque. Et ils n'avaient pas le savoir-faire pour pouvoir courir. Donc on a pris ce qu'ils ont dit. Donc, on a suivi l'option d'un fauteuil roulant et ça nous a pris 1 an et demi, 2 années de recherche sans résultat. Et après, mon ami Patrice m'a dit pourquoi pas on le fabrique nous-mêmes. Pour moi, un fauteuil roulant, c'est sophistiqué, c'est rapide, c'est aérodynamique et tout ça. Donc, j'ai dit comment on va faire ça, quoi. Mais parce qu'il voulait m'aider, c'est un ami à moi, il a dit pourquoi pas, on peut essayer. Donc, chaque jour, on va se trouver dans son atelier. Après 6h, 18h, on va travailler sur ce projet. On a trouvé un modèle, on a acheté des matériaux comme ça, en fer, des roues et tout ça. Et après un mois de travail, moi j'ai appris la soudure dans ce process. On a fabriqué un fauteuil roulant en acier. C'était très lourd. C'est comme si tu fais
Ouais, c'est comme tu fais de la musculation avec un fauteuil, mais ça a marché, c'était presque... Attends, il pesait combien? Il pesait combien le fauteuil? Ah, je sais pas combien, c'était trop lourd. C'était trop lourd. Je me rappelais, il y avait une petite pente. Là, on a essayé de pratiquer, c'était très difficile de le faire pousser. Ça, c'était une leçon de vie pour moi parce qu'au lieu d'attendre que les choses tombent du ciel, il faut faire quelque chose, il faut faire un pas, même si c'est pas parfait, même si c'est pas ce qu'on voulait, ce qu'on imaginait, c'est bien de faire ce premier pas. Et ça, cette leçon de vie, c'est inoubliable, quoi. Pour moi, ça, c'est quelque chose, encore une fois, un mois de travail, ça se concrétise, ça marche. C'est pas parfait, mais ça marche. Je peux faire du triathlon maintenant, donc ça ouvre beaucoup de possibilités. Donc, j'ai commencé à faire des entraînements 2 fois par semaine. Mais après, je pense, on l'a fabriqué après, je sais pas, 2-3 mois. Il y a quelqu'un qui me voit avec ce fauteuil roulant qui a entendu de l'histoire à travers de mon prothésiste. Et à travers ce monsieur-là, on a pu avoir un vrai fauteuil roulant de sport. Donc, juste pour te dire que il faut pas se faire des obstacles, quoi. Il faut essayer de trouver une solution, n'importe quoi. Donc, encore une fois, ça a pris quoi? 3 ans pour avoir ce fauteuil. Et j'ai commencé à faire du triathlon. J'ai fait mon premier triathlon en Tunisie, après en France, la Ferté-Bernard. Waouh, magnifique la Ferté-Bernard. Support des championnats de France junior, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Voilà, ça c'était mon premier triathlon en France. À l'époque, c'était mon premier triathlon. Je voulais faire un événement international et se classifier. Et l'ITU, ils me disent que tu peux pas faire le fauteuil roulant si tu utilises un vélo normal, tu dois courir. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a des catégories. Ça, il faut peut-être le préciser. Tu peux nous rappeler, c'est quoi les différentes catégories? Donc, ça a changé, mais la première catégorie, c'est le fauteuil roulant. La première catégorie, c'est défini par l'équipement, presque. Si tu utilises hand cycle en vélo et tu utilises un fauteuil roulant en course à pied. La deuxième catégorie, PTS2, c'est ma catégorie. C'est en général amputé fémoral, mais aussi d'autres catégories qui ont d'autres handicaps avec les maladies de nerfs. Comment ça s'appelle en français? Nerveuse. Ouais, je sais pas exactement comment ils font ça. C'est une grande discussion. Et la PTS3, c'est tibial, et PTS4, c'est aussi tibial, mais il y a une différence s'il y a d'autres handicaps associés avec PTS3. PTS5, 5, c'est les amputés de mains ou de bras. Et puis 6, c'est les malvoyants. Donc on a 6 au total. Donc pour moi, je ne savais pas exactement les catégories. Donc, et je dois aller faire Budapest, je pense 2011. Donc j'ai fait la course à pied en béquille. Donc le point que j'ai envie de faire, c'est que ça nous a pris 3 ans de galère avec le fauteuil roulant, mais mon but c'est d'aller faire des courses internationales en triathlon, mais aussi, il faut s'adapter encore une fois. J'ai laissé le fauteuil roulant, je l'ai donné à quelqu'un au Maroc et j'ai commencé à faire les courses en béquille jusqu'à 2009 où je suis allé aux États-Unis pour un stage d'entraînement. Et là, je rencontre quelqu'un qui est très connue. C'était la première femme, la femme amputée qui a fait un Ironman. Et je parlais avec elle, j'ai dit voilà, j'ai cette condition qui s'appelle PFFD. Et les docteurs m'ont dit que je peux pas courir. Il m'a dit moi aussi j'ai la même condition. Voilà comment tu fais. Il m'a expliqué donc que je peux courir avec une prothèse. 2012, j'ai eu ma première prothèse en course à pied. J'ai commencé à apprendre à courir pour la première fois. Et c'est marrant parce que toutes ces années, j'étais actif. Je faisais du vélo, je nageais, j'ai fait quelques triathlons. Et quand j'ai commencé à courir, c'est comme si j'ai jamais fait de sport. C'était trop difficile pour moi de courir. Je faisais 50 mètres, 100 mètres. Je dois m'arrêter. C'est trop difficile. J'ai dit, tu vois, je vais arrêter tout ça. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Il y avait beaucoup de blessures.
c'était difficile d'apprendre à courir à, je sais pas, 25 ans, 26 ans. Mais avec le temps, doucement, ça a pris beaucoup de temps. J'ai commencé à faire 5 km sans arrêter. Mais même si ça m'a pris, je sais pas, 40 minutes de faire 5 km, c'était une journée très difficile d'apprendre à courir à cet âge-là. Mais bon, le but c'était de faire du triathlon au niveau international et c'était apprendre à courir, ça ralentit le procès. Dingue. Et t'étais coaché à l'époque? À l'époque, non. Tu faisais tout ça tout seul? C'est dingue. Ouais. À l'époque, ouais. C'est dingue. Parce que tu parlais tout à l'heure de Gibraltar, c'est arrivé quand ça, ta traversée de Gibraltar? La traversée, c'était quelque chose que j'avais envie de faire il y a longtemps. Et après le stage d'entraînement que j'ai fait aux États-Unis, j'ai fait ça. J'ai beaucoup aimé le stage, j'ai appris beaucoup de choses en triathlon. C'était en Atlanta. Et puis je suis rentré chez moi. Et j'ai dit, avant d'aller plus loin, je dois faire ça. Je dois faire ce projet de Gibraltar. Gibraltar, c'était la chose qui était très difficile, c'est de faire le premier pas officiel. C'est-à-dire, tu t'inscris, tu commences le process officiel, c'est-à-dire de se faire accountable. Parfois, on a des projets dans la tête et on va le faire, mais quand tu dis, OK, je vais le faire, tu le fais public et là, tu peux pas reculer. Donc, quand je suis rentré, j'ai dit à quelques amis, j'ai commencé à contacter l'organisation en Espagne pour faciliter tu vois, parce que c'est un procès qui est un peu compliqué. Tu dois avoir une autorisation du Maroc, de l'Espagne, de la gendarmerie et tout ça. Et pour moi, de commencer ce process, c'est comme si tu peux pas revenir en arrière. C'est juste qu'il faut que je fasse. Ça, c'était le plus difficile pour moi. Après, c'était juste un entraînement normal, beaucoup de open water swim, beaucoup d'endurance. D'ailleurs, je me rappelais, on est allé à l'Espagne avec ma femme à l'époque. La traversée, c'était planifié la veille où l'Espagne a gagné la Coupe du Monde en 2010. Et on était à Tarifa. Et moi, j'ai essayé de dormir. On va se lever à 4 heures du matin. On va commencer la natation. Et c'était la fête, quoi. On n'arrivait pas à dormir. J'arrivais pas à dormir. Oui, je comprends. Donc, j'étais en Espagne aussi à ce moment-là. Je m'en souviens bien. C'était assez bruyant, effectivement. Parce que la traversée de Gibraltar, c'est de l'Espagne vers le Maroc. C'est pas du Maroc vers l'Espagne? Ouais. C'est de l'Espagne vers le Maroc. En fait, si je me trompe pas, c'est parce que c'est une ONG qui est basée en Espagne qui fait ça, qui s'occupe de donner les permis et tout ça. Enfin voilà, c'est eux qui gèrent les traversées, quoi. Ouais, et tu peux le faire du Maroc à l'Espagne à travers eux. Tu vas à l'Espagne et ils vont te ramener au Maroc et après tu peux faire. Le gars qui a organisé ça, il a recommandé de le faire Espagne-Maroc parce qu'à l'époque, les courants et tout ça, c'est plus facile. C'est gérable, quoi. Tu as plus de chances de finir que de faire de l'autre côté. Il y a des gens qui font de l'autre côté, il y a des gens qui font aller-retour. Il y a de tout dans ce monde-là. Il y a des nageurs qui sont très, très, très rapides. Combien de temps de préparation pour Gibraltar? C'était la saison. C'était, je sais pas, 8 mois, 10 mois de natation. Et de la veille, on n'arrivait pas à dormir. Et j'ai dit à ma femme, ça se fait une fois dans tous les 4 ans. Donc, on a sorti avec les gens, on a célébré avec l'Espagne à l'époque. On n'a pas dormi, on est allé directement à la nage. C'était très spécial parce que... Bon, et pour rappel, la traversée, c'est quoi? C'est 14 km? Avec les courants, tu mets peut-être un peu plus? 14-9 pour moi, ouais. Ouais, comme il y a des courants, on va jamais tout à fait en ligne droite. Ouais, non, tu fais jamais ligne droite. En fait, les gens, ils ont beaucoup d'expérience. Si tu es un nageur très fort, tu arrives la courbe et c'est moins parce que tu vas plus rapide, parce qu'il y a une fenêtre. Si tu es un nageur qui est un peu slow, tu vas souffrir des courants qui vont arriver et vont te pousser à l'intérieur et après tu vas revenir. C'est une S. Oui. Si tu es un nageur qui est fort, le S, ça va être moins visible. Mais si tu es un nageur comme moi, le S, ça va être... Moi, c'était ma question. Du coup, toi, tu as fait plutôt un S ou tu as fait plutôt un L? Non, c'était vraiment un S. Et combien de temps, du coup, pour ces presque 15 km de natation? Ça m'a pris 4h26. Ouais, et moi, ça m'est arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé
pour ça, j'ai vomi au milieu de la traversée. Et après que j'ai vomi, j'ai senti très bon. Ça m'a. Tu m'étonnes si t'as fait la fête toute la veille au soir, toute la nuit, t'as pas dormi. Mais je sais pas si c'est à cause de ça, mais ça m'est arrivé encore une fois dans un triathlon. À la sortie de natation, il y avait le tapis bleu jusqu'à la transition et je vomis encore 2 fois dans le tapis et je me sentis bien après et j'ai fini le triathlon très impeccable. Donc, c'est 2 fois. Alors, je voudrais juste préciser quand même pour ceux qui n'ont pas forcément en tête, quand tu nous dis que tu as mis 4h30 pour faire 15 km de natation, en moyenne, le gros du paquet sur Ironman, c'est 3,8 km et on est entre 1h et 1h10. Donc, en gros, pour faire 15 km, c'est 4 fois et demi l'Ironman et tu fais à peine 4 fois le temps sur Ironman. Donc, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a appris à nager assez tard, tu as quand même vachement bien progressé. Mais ça, c'est relatif. Pour moi, j'étais très content de finir, c'est très content. En même temps que j'ai commencé, une autre fille qui a commencé. On a commencé en même temps. Tu vois deux nageurs qui commencent, 2 bateaux. Et tu vois qu'elle est là. Peut-être que j'étais à mi-chemin, elle a déjà fini. Et je voyais le bateau qui revenait. Waouh! Mais ça doit mettre un petit coup sur la tête relatif. quand même. Ouais, mais j'étais très, très heureux. Très heureux. Bon alors, et une fois que tu fais cette traversée de Gibraltar, c'est là que tu t'es dit, bon allez, c'est bon, même si j'ai découvert le triathlon, je voulais faire cette traversée, je l'ai faite, maintenant, à 200% dans le triathlon? Presque. Le but, c'était le triathlon, mais j'ai toujours ces projets à côté que j'ai essayé de, tu vois, des courses de VTT, aussi etc. J'ai fait quelques etc. Ça reste toujours dans le triathlon, mais aussi quand j'ai appris à courir en 2011 au Maroc, il y a cette course qui s'appelle le Marathon des Sables. Pour moi, c'est une course que chaque année on regardait la télé au Maroc, mais ça m'a jamais arrivé dans ma tête de le faire, mais c'est dans ma tête. Et quand j'ai commencé à faire de la course à pied et j'ai ma prothèse, cette idée de faire le Marathon des Sables commence à grandir. Et ça a commencé, le projet, ça a commencé en 2012. J'ai dit, je vais faire le Marathon des Sables. Et cette course, bon, déjà, de courir avec une lame dans le sable, c'est très difficile parce que j'ai essayé de faire des courses sur la plage, c'était très difficile, c'était très misérable. Mais le faire avec du poids, c'était encore pire. Donc, ma femme, c'est une mechanical engineer, ingénieure en mécanique. Elle m'a aidé de créer cette pièce en plastique qui aide à flotter un peu sur le sable pour la lame, au lieu de, tu vois, s'enfoncer dans. Donc, on a fait cette pièce qui est facile à enlever. Quand il y a le cintre, on le met. Quand il n'y a pas, on l'enlève. Donc, on a fabriqué cette pièce. Et puis, j'ai dit, bon, je suis prêt. J'ai fait quelques séances avec le sac à dos et tout ça. J'ai fait des séances. J'ai jamais fait de marathon. Je suis prêt. Et, donc, je suis allé. Le premier jour, il n'y a pas de... Il y a rien de risqué le premier jour. Le premier jour, je vais finir sans doute. Je suis prêt. C'est quoi un marathon, même si ça m'apprend la journée. Donc, 4 km dans la course, je tourne derrière moi et je suis presque le dernier. Et encore une fois, je commence à pleurer comme un bébé. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai beaucoup sous-estimé cette course. On n'est même pas premier checkpoint, on n'est même pas le premier CP. Donc, heureusement, j'ai ramené les béquilles avec moi, juste au cas où ma prothèse, il y a un problème avec ma prothèse. Je sors les béquilles, j'ai dit, je vais essayer d'aller au premier checkpoint. Au moins, avoir quelque chose. Donc, avec les béquilles, j'arrivais pas à aller trop vite, mais j'étais un peu plus vite que ce que je faisais avec la lame. Pour courir avec la lame, parce que j'ai pas de genoux sur la lame, je dois lever ma hanche très haut c'est pas une surface goudronnée, c'est plat.
Il y a c'est pas lisse en fait, et c'est pas homogène. Des fois ça descend, des fois ça remonte, et puis t'as les petites buttes de sable sur lesquelles, au-dessus desquelles il faut que tu passes avec la lame. Voilà. Donc pour ne pas tomber, il faut que je lève ma jambe droite très haut. Et ça demande beaucoup d'efforts. Un pas après un autre, c'était épuisant. Donc avec les béquilles, j'ai utilisé les béquilles. C'était pas très rapide, mais c'était plus rapide que... Et moins fatigant aussi, certainement. Moins fatigant, mais des ampoules, ça commençait très rapidement. Donc, parce que j'avais pas de gants, c'était juste au cas où. Donc, je suis arrivé au premier checkpoint. J'ai même passé une personne. Je prends l'eau, je recharge. Il y a l'organisateur qui vient me parler. Tu dis, voilà, tu as essayé, c'était très courageux, blablabla. Bla, bla, bla. Je dis, moi, j'ai pas envie d'écouter ça. Je suis ici pour cette course. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, j'ai fini le premier checkpoint. Il y a 3 gars derrière moi. Je vais aller au premier checkpoint. Et c'est comme ça, j'ai dit, moi, je vais oublier la course et je vais oublier qu'il y a 5 jours de ça. Je vais juste penser à ce petit bout de 10 km entre chaque checkpoint. Je suis arrivé au coucher de soleil. J'ai fini. J'étais toujours dans la course. Mes mains, elles étaient, je sais pas comment dire, les ampoules, il y a le liquide qui sortait de mes mains. Mais j'ai fini le premier jour. Je suis allé à la tente médicale. Ils font des pansements. Il y a un ami qui avait des gants qui m'a prêté. Et j'ai recommencé à faire la même chose le lendemain. Checkpoint by checkpoint. 10 km by 10 km. Avec ça, j'ai fini la course. C'était pour moi, je ne sais pas si vous avez la chance de voir des photos du Marathon des Sables. Chaque année, tu vois les coureurs qui... à la tente médicale avec les ampoules dans les... Toi, c'était dans les mains. Moi, c'était dans les mains. J'étais comme un boxeur, à chaque fois, plus de bandes. Mais j'ai beaucoup pleuré. C'était le plus difficile événement que j'ai jamais fait de ma vie. Mais j'ai fini. Après que je suis rentré chez moi, j'avais des cauchemars. Je sais pas combien de jours après. C'est vrai? Je sais pas, 10 jours, 15 jours. Et c'était terrible, quoi. À chaque année, tu marchais dans le désert, tout le temps, le finish line. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Ça t'a traumatisé, quoi. Et tu faisais des cauchemars de quoi? Tu rêvais que tu étais dans le désert en train de marcher, c'est ça? Dans le désert, marcher sans arrêt. Dingue. Ouais, attends, parce que tu dis qu'avec les béquilles, c'était déjà un peu plus facile qu'avec la lame. Mais donc pour la lame, il faut que tu lèves effectivement ta jambe et ta hanche. Mais avec les béquilles, c'est pareil. Les béquilles, tu les mets dans le sable, tu t'enfonces. Donc là, pour le coup, c'était plutôt les bras qui prenaient. Tu avais un énorme effort à faire au niveau des épaules. Ouais, beaucoup d'efforts. Là, c'est juste les bras, upper body. Mais pour moi, c'était abandonner ou bien rester dans la course. C'est ça qui était dans ma tête. J'ai oublié tout le reste, quoi. Quand on t'écoute, Mohamed, on se dit qu'on n'a vraiment plus aucune excuse, quoi. Je pense que c'est une bonne leçon d'humilité. J'ai beaucoup pleuré dans cette course. Mais parfois parce que tu es tout seul pendant des heures. Ma cadence était très, très ralentie, donc ça me prenait toute la journée pour finir. Tu passes beaucoup de temps tout seul. Tu penses à beaucoup de choses. Tu as le temps de penser à beaucoup de choses. Surtout qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste l'horizon. Oui, je vois tout à fait le genre de ressenti. T'es tout seul toute la journée. Et en fait, tu te demandes même limite si t'es encore dans la course parce que... Est-ce que tu t'es pas paumé non, je vois bien le genre. Et ça, c'était en quelle année, du coup? Le Marathon des Sables? 2013. 2013, ok. Ouais. Donc, après 2013, toi, t'es quoi? T'es en mode préparation pour les JO, parce que t'es allé à Rio, quand même, en 2016. 2013, je fais ça, et puis je continue à faire des triathlons, juste pour participer, rester en forme. Et puis, donc, j'avais déjà fait un Ironman avant. J'ai fait Ironman Zurich. Et puis, avant d'aller au Rio, j'avais envie de faire Ironman Kona. Et j'ai appris qu'il n'y a pas une qualification pour ma catégorie. Il y a une qualification pour
la catégorie en fauteuil roulant. Ils peuvent aller faire un événement pour se qualifier à Kona, mais pour toutes les autres catégories, il n'y a pas de qualification, il n'y a que la loterie. Donc, à l'époque, il n'y a que la loterie. Donc, j'ai fait la loterie en 2014 et j'ai gagné la loterie pour Kona en 2014. J'ai fait Boise, Half Ironman Boise, c'est à Idaho, aux États-Unis. Et puis, je m'entraînais encore. J'avais pas vraiment un entraîneur. Je juste suivi des plans d'entraînement sur Internet. Ici, je travaillais un petit peu à l'époque. J'étais à l'école aussi à l'époque. J'ai pris des cours à l'université en 2014. C'était un mode entraînement pour Kona, école, études. C'était une année un peu bizarre pour moi. Donc, j'ai fait Kona en 2014. C'était super. Un des événements que j'ai vraiment envie de refaire encore. Ramener toute la famille avec moi. Mais après 2014, après Kona, c'était que pour Rio. C'était à 100%. Alors attends, parce que d'habitude, les triathlètes, alors déjà, ma génération, c'était plutôt d'anciens nageurs, d'anciens cyclistes, d'anciens coureurs qui devenaient triathlètes. Maintenant, et on a souvent l'occasion d'en parler, les jeunes triathlètes, c'est souvent des triathlètes, c'est pas d'anciens nageurs ou d'anciens coureurs, ils commencent par le triathlon. Et puis surtout, ils ont souvent une carrière dans le court. Surtout les triathlètes francophones, ils ont souvent eu la chance de concourir dans le Grand Prix en France. Puis une fois qu'ils ont fini avec le court, ils passent sur le half et puis après ils finissent sur Ironman. Toi, t'as fait un peu de tout, Ironman, Kona, et t'es revenu en distance olympique pour aller au JO. Il faut que tu nous expliques là. Ça fait bizarre. La façon où j'ai justifié ça à l'époque, c'est que pour moi, c'est comme un entraînement de base de faire beaucoup d'endurance à l'époque et surtout faire longue distance de triathlon. Maintenant, si tu me demandes de faire un Ironman avant d'aller faire le championnat du monde dans le sprint, non, je peux pas faire ça. Peut-être half, mais pas le full. Donc, pour moi, à l'époque, c'était une combinaison de deux éléments. Le premier, c'est je suis toujours nouveau au triathlon, je suis curieux, je tends Ironman Kona, c'est le top du top. Mais aussi, pour moi, j'ai envie de faire plus. Faire beaucoup de natation, beaucoup de vélo, beaucoup de course à pied pour construire la base, la fondation pour moi. C'est pour ça que à l'époque, j'avais pas de coach, c'est juste moi. J'ai justifié la préparation en Ironman. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé après, en 2014, de réduire les longues heures d'entraînement et commencer à construire le sprint. Je pense que c'était plus facile pour moi que juste aller directement se concentrer sur le sprint. Mais aussi, il y a l'élément de... Je fais le sport parce que j'aime beaucoup faire ça. Donc, avoir le plaisir de faire ce qu'on veut, ce que j'aime, je pense que ça te donne un boost, ça te donne beaucoup d'énergie pour les autres projets. Donc, ouais, à la limite, le long, c'était pour le mental, pour te dire, en fait, je suis capable de faire un Ironman, donc je suis capable de me qualifier pour Rio, quoi. Ouais, c'est Ironman Kona check. Yeah. Et comment ça se passait au Maroc, ou comment ça se passe encore maintenant, justement pour représenter le pays aux Jeux Olympiques? Est-ce qu'il y a beaucoup de prétendants et peu de places, ou est-ce que en plus en para-olympique vous n'êtes pas nombreux à vouloir aller représenter le pays et porter la flamme? Ouais, à l'époque, quand je faisais le triathlon, il n'y avait pas une fédération de triathlon déjà au Maroc. Quand je suis à Rio, il y avait la fédération marocaine de triathlon, c'était créé, je sais pas, il y a 1 an, 2 ans maintenant. Mais alors, comment tu fais pour aller représenter le pays s'il n'y a pas de fédération C'était un cauchemar. C'est comme pour la chaise roulante, il l'a fabriquée. Donc c'est toi le président de la fédération marocaine de triathlon, c'est ça? Bon, donc je faisais tout moi-même. Il fallait que je m'enregistre, il fallait tout ça. Ouais, mais donc comment ça se passait à l'époque? Donc il y avait la fédération handisport, qui n'avait pas le triathlon, il n'y avait pas d'accréditation avec l'ITU. Donc c'est une fédération handisport, mais comme il n'y avait pas de triathlète avant, ils n'étaient pas encore en contact avec l'ITU. Mais il y avait une fédération qui s'appelle la Fédération Sport pour tous, qui a pris le triathlon. C'était eux qui étaient en contact avec l'Union internationale. Donc moi, j'étais en handisport. Et la Fédération handisport t'a dit, on n'a pas de triathlon. Et la Fédération Sport pour tous, on n'a pas d'handisport.
Donc, j'étais entre les deux. Il n'y a personne qui voulait prendre la responsabilité. La fédération Sport pour tous, il va m'enregistrer pour les événements parce que l'organisation officielle au Maroc, elle m'enregistre dans les événements que j'avais besoin. Mais le reste, c'était moi, c'est que je fais tout seul, quoi. Je vais aller aux championnats du monde, même aux Jeux de Rio, je vais aller au briefing, je vais aller au... C'était one-man show, quoi. Attends, et ça s'est passé comment est-ce que tu avais un coach aussi à ce moment-là? T'es quand même pas allé J'avais un coach, Rio sans coach. Ouais. Ok. Ouais, j'avais un coach, mais c'était moi responsable de tout ça, la logistique. D'accord, ok, donc t'avais pas de manager, etc. stage. Ouais, d'accord, ok. Non, c'est vrai. Ouais, et comment ça s'est passé alors ces Jeux à Rio? C'était magnifique. Donc, en 2014, il y avait un club qui s'est créé, ça s'appelle Alameda. C'est un club de triathlon pour encourager le triathlon au monde arabe. C'était créé par deux gars de l'Égypte qui ont créé ce club. Ils veulent promouvoir le triathlon au monde arabe. Donc, j'avais la chance de rejoindre ce club et qui m'ont aidé financièrement de financer 2014, 2015, 2016 pour aller. Donc, pour moi, c'était financièrement, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir aller participer dans des courses et tout ça. Malheureusement, ça n'existe pas maintenant, mais à l'époque, c'était le bon timing pour moi. Moi, je m'entraînais parce que j'habite ici en Californie. En 2015, j'ai commencé à être coaché par Matt Dixon. Oui, c'est un coach assez connu dans le monde du triathlon. Ouais, donc je m'entraînais avec ses athlètes valides. Donc je nageais avec ses athlètes, je courais avec ses athlètes et coachais aussi des séances de vélo. Donc pour moi, c'était parfait, c'était dans la région ici. Tout est bien, 2014, 2015. En 2015, c'était une saison magnifique pour moi. 2016, en mars, je gagne la qualification. Donc, je commence à se concentrer sur Rio. Donc, on avait la championne du monde cette année en 2016 à Rotterdam en juillet, avant les Jeux paralympiques. Et pour moi, c'était une course juste pour, tu vois, les détails, pour se concentrer sur les détails. Pour moi, je dois être avec les top, les 4 premiers. Ça, c'était mon but. Et j'avais une course, j'ai fait tout et je finis 6e. Et pour moi, j'étais, je sais pas comment ils disent ça en français, mais so pissed. T'étais vénère, quoi. Ouais, tous les sentiments donc, j'avais imprimé les résultats de la course et en mon vol à San Francisco, je regardais les résultats, je regardais la natation, je regardais la transition, je regardais le vélo. Je comparais avec les autres, je regardais la transition. Tout le monde, je ne sais pas comment c'est passé, mais tout le monde est devenu plus rapide. Je n'ai pas ralenti, mais tout le monde est préparé pour les Jeux. Tout le monde est très fort. Et pour moi, dans le vol, c'était 10 heures à San Francisco. Je pensais, qu'est-ce que je vais faire en l'espace de 3 mois? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas devenir 1 minute plus rapide en vélo, en course à pied, en 30 secondes en natation. Qu'est-ce que je peux faire dans ces 3 mois pour maximiser mes chances? Tu peux faire tomber les concurrents. Non, ça c'est pas l'esprit sportif, désolé. Non, donc j'ai passé beaucoup de temps en triathlon, j'ai un peu d'apprentissage. Donc pour moi, la première chose, c'est de se concentrer sur les choses où ça ne demande pas d'effort physique, c'est-à-dire les transitions. Ça, c'est la première chose. Se concentrer sur la transition, essayer de réduire le T1, T2. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est dans le vol, dans mon retour. Deuxième chose, c'est regarder la course à Rio, regarder la transition, regarder c'est quoi la course en vélo, c'est quoi la course en course à pied, c'est quoi la course en natation. C'est-à-dire, c'est se concentrer sur les détails. Donc, quand je suis rentré, j'ai parlé avec mon entraîneur, on a ajouté des séances de vélo, mais des séances spécifiques. On avait, je me rappelais bien, 16 demi-tours en 20 km. L'objectif dans 2 mois, c'est de faire des demi-tours et accélérer. Demi-tours accélérés, 2 fois par semaine. Et ne le pas faire dans un plat, c'est un peu incliné. Quand tu viens à la descente, tu fais demi-tour et tu accélères en montée. Donc, juste faire ça 2 fois par semaine et juste
c'est comme un entraînement. Juste pratiquer de demi-tour, mais aussi l'accélération. Cette accélération, parce que tu ralentis, tu dois accélérer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la transition. Swim exit to the T1. C'est quoi la distance? J'ai mesuré la distance. C'est rapide avec les béquilles ou avec une prothèse pour courir de swim exit à la transition. Donc, j'ai mesuré les deux. Je suis allé à la piscine. J'ai pratiqué les deux. J'ai comparé le temps. C'est quoi le plus rapide? C'est quoi le plus pratique pour cette course? Et beaucoup de détails pour Rio. Et aussi, la troisième chose, c'est la Copacabana, c'était 3 heures de route de village olympique. Donc, pour moi, parce que j'étais tout seul, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai pris un hôtel à Copacabana, aucune nuit au village olympique. Je suis allé directement à la course. Et j'ai regardé la course chaque jour. À l'époque, il y a tout le monde qui avait peur de nager parce qu'il disait que la qualité de l'eau est pas aussi bonne. Il y a des gens qui tombaient malades et tout ça. Moi, je regardais du balcon de l'hôtel. Je voyais tout le monde nager. Je vais à nager. Chaque jour, je vais à nager. Parce que quand je regardais les Jeux Olympiques, la course des hommes, je voyais, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous regardez la course, à la sortie de l'eau, parce qu'il y avait des vagues, il y avait des athlètes qui savaient surfer la vague, qui ont pris avantage. Et je regardais ça, et moi, pendant cette semaine, je pratiquais que ça aussi. Pour moi, c'était un mode Rio, mode game. C'est juste les détails en addition de mes entraînements. D'ailleurs, quand je suis allé à Rio, quand je pratiquais la natation, j'ai perdu mes lunettes de natation 2 fois. Il fallait que j'allais acheter une paire de lunettes pour la course. Donc, c'est tout ça, c'est des histoires qui sont passées avant. Attends, et à ce moment-là, tu te prends ton hôtel à Copacabana, t'es tout seul? Ouais. Tout seul. Tout seul. Pas ton épouse, pas des amis, pas le coach, tout seul. Tout seul. À l'époque, il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait Zika virus. Oui. Donc, ma femme ne voulait pas prendre le risque. Donc, j'étais tout seul. C'était bien. C'est dingue parce que souvent, tu sais, quand on s'imagine les Jeux olympiques ou paralympiques, on imagine qu'en fait, tu as une équipe de 200 personnes derrière et en fait, non, tu as plein de merde qui arrive et voilà, on en parlait encore avec Valentin Lacroix cet été, qui était nutritionniste et qui a accompagné l'équipe de cyclisme sur route à Tokyo, et il disait en fait nous on loge dans un Airbnb, les courses c'est moi qui dois aller les faire, je dois aller je dois m'occuper de trouver les aliments et tout, tu vois, alors que ouais, c'est plein de petits détails comme ça et on se rend pas compte en fait. Ouais, c'est des leçons qu'on apprend quand on fait ça, parce que il faut s'adapter parce que le but c'est de performer, donc tous les obstacles. Et on doit trouver des solutions. On n'est pas ici pour le tourisme, on n'est pas ici pour se chuchoter. Tu vois, s'il y a les spécialistes autour de toi, les experts, c'est bien, c'est super bien, ça aide beaucoup. Mais si tu n'as pas, tu dois être... Tu te démerdes, quoi. Ton spécialiste. Ouais, tu te démerdes. Moi, d'ailleurs, mon amie Patrice de Casablanca, je voulais venir et elle, elle voulait venir pour m'aider parce qu'elle travaillait son vol. Elle est arrivée à Rio le jour de la course et elle est arrivée à la course pendant que je faisais le vélo. Donc, ça, c'est le seul ami que j'ai. Donc, moi, je me rappelais bien à Rio, fallait faire tout parce que j'étais séparé de la délégation marocaine, j'étais tout seul à Copacabana, donc je fais tout moi-même. Je me rappelais bien aller à la zone avant de la course avec mon vélo, le home trainer, everything, my legs, everything myself. Going through the security. Donc, mais c'était une belle expérience. Et tu as décidé de faire ça parce que c'était vraiment stratégique, quoi. Tu t'es dit, j'ai intérêt à m'acclimater, entre guillemets, aller tester l'eau, j'ai envie d'être sur le lieu même, quoi. Ouais. Je pense aussi de voir la course chaque jour, ça t'aide. Tu n'es pas surpris le jour de la course, parce que les Jeux paralympiques, ça passe une fois tous les 4 ans. C'est un peu le choc, tu n'as pas accès à la venue. Donc, pour moi, chaque jour, je suis là, je voyais la ligne d'arrivée. Je voyais la ligne d'arrivée. Chaque jour, je nageais dans le même lot, je fais la même course chaque jour pendant une semaine. Ça m'a beaucoup aidé
le jour de la Au course. niveau de la visualisation aussi, j'imagine, au niveau du mental, c'est quelque chose qui doit aider pas mal. Et à ce moment-là, toi, tu étais triathlète pro, c'est-à-dire que tu gagnais ta vie avec ça ou tu bossais encore à côté? Ouais, en paratriathlon, c'est rare de trouver quelqu'un qui gagne sa vie en parasport, en handisport. C'est très rare. Donc, c'est des sacrifices. Ma femme, c'est elle qui travaillait pour notre famille. J'avais le club qui m'a aidé pour payer pour les événements, pour le vol et tout ça. Donc, c'est juste on bricolait pour faire tout ça marcher. Bon, et puis, cette course alors, tu as fait, donc 3 mois avant, tu fais le test event, tu te rends compte que tu as des choses à ajuster, tu réfléchis, tu ajustes, jusqu'au moment, comme tu dis, où tu arrives à Copacabana une semaine avant pour t'acclimater, pour vivre dans l'esprit, dans l'ambiance, et la course. Comment se passe la course? Comment se passe la natation? Comment se passe le vélo? Comment se passe la course à pied? Je me rappelais bien que le jour, pas le jour, l'échauffement, on se préparait, on marchait on se préparait pour aller à la ligne de départ. Et moi, je souriais, je prenais des photos, j'étais très calme, j'étais très heureux. J'ai vraiment, il n'y avait aucun stress, zéro. On se positionne, commence la natation, je regarde, je sais aussi tous les entraînements qui me reviennent. Mais il y a un moment en natation qui a cliqué. Il y a un Français qui s'appelle Stéphane Baillet. C'est un monstre. C'est un monstre en vélo. D'ailleurs, c'est lui qui m'a... Parce qu'avant, j'ai utilisé une prothèse de course à pied, une prothèse pour le vélo. Et lui, il m'a dit, débarrasse-toi de ça, utilise une seule jambe. Pour nous, amputé fémoral, une seule jambe, c'est plus rapide qu'une prothèse. Et ça m'a pris 3 ans avant d'adopter. Et puis, tous les athlètes maintenant, ils pédalent avec une seule jambe. C'est plus rapide pour nous. Quand il y a une amputé fémorale, c'est pas la peine d'avoir une prothèse. Donc, Stéphane Baillet, c'est un monstre. Il est trop fort. Et souvent, dans toutes les courses que j'ai fait avec lui, il finit avant moi en natation. Et à Rio, je sais pas, 200 mètres de la sortie, de la fin de natation, je suis à côté de Stéphane Baillet. J'étais surpris de le voir à côté de moi. Et j'ai dit, this is my day. I said like this. I said, this is my day. It's just like, that's it. C'est mon jour. Donc, j'ai resté avec lui jusqu'à la sortie où il y a les vagues. Et j'ai pris la vague. Et d'ailleurs, il y a une photo à la sortie. Tu le vois, on sortait à presque pas loin. Mais j'ai pratiqué la transition comme boire un verre d'eau. La transition, c'était très rapide. Je pense que c'était le plus rapide ce jour-là. Et puis, j'ai commencé le vélo. Je sais que Stéphane, il est très fort en vélo. Et j'ai dit, ne le laisse pas passer. Au moins la première moitié, le premier 10 km, ne le laisse pas. Et ma stratégie, c'est les demi-tours. C'est accélérer, à chaque fois accélérer. Parce que j'ai beaucoup pratiqué ça. C'était ça ma stratégie. Donc, finalement, Stéphane Baillet me passe. Mais c'était à la moitié presque. C'était comme j'ai planifié. C'était pas planifié tout ça. Donc, après, il y avait un autre, le gars qui a gagné la médaille d'or, c'est de l'Angleterre, il s'appelle Lewis. Donc, j'ai dit, je vais pas laisser Lewis me passer maintenant. C'est encore ça revient à ces petits objectifs durant la course qui me fait motiver, qui me fait pousser. Donc, j'ai continué 16 laps. J'ai pas laissé le gars from Angleterre et le gars des États-Unis de me passer en vélo. Pour moi, mon but, c'est à la fin de vélo, c'est de rattraper Stéphane Baillet parce que je sais qu'il est pas loin. Donc, une transition rapide. Je commence en transition. Je sais que le gars de l'Angleterre, il est pas loin de chez moi. Il va passer parce que c'est un coureur qui est très fort. Je sais, et on savait que c'est lui qui a le plus de chance de gagner. Donc, pour moi, la stratégie qui m'est arrivée, c'est que je vais courir avec ce gars-là de l'Angleterre parce qu'il est très rapide. Il va me ramener à Stéphane Baillet. C'est la dernière chose à faire dans cette course. Si je fais ça, je vais avoir au podium. Et exactement. Il y a une photo de ça sur Internet. J'ai essayé de rester avec lui. J'ai souffert, quoi. Cette 2 km, je sais pas, de course à pied. Une fois, je vois Stéphane Baillet, je relâche.
parce que je pouvais pas. Donc, et puis, ça m'a pris, je sais pas combien de temps pour passer Stéphane Baillet et puis finir en bronze. Donc, en l'espace de 3 mois, de passer de 6e au 3e avec les mêmes gars, pour moi, je suis le plus heureux du monde, quoi. Et du coup, après Rio, qu'est-ce qui te vient en tête? Ouais, après Rio, le plan, c'était d'arrêter et se concentrer parce que j'ai une famille. À l'époque, j'avais 2 enfants. Commencer à planifier la carrière post-sport. Mais, je sais pas, 3 mois avant Rio, 4 mois avant Rio, j'ai commencé à négocier avec ma femme. Ça te dit d'aller pour aller à Tokyo. Donc, à l'époque, je connais presque toute l'équipe des États-Unis. Je connais le manager et je connais tout ça. J'ai dit, tu sais, j'ai fait une Jeux paralympiques avec le Maroc. Maintenant, je vais faire une autre avec les États-Unis. En 2017, avec ma femme, on a déménagé de Californie à Colorado Springs parce qu'il y avait le centre d'entraînement, le centre olympique, paralympique à Colorado Springs. Et pour moi, ça, c'est un de mes rêves quand j'ai commencé à faire le sport, c'est de s'entraîner là-bas. C'est une facilité magnifique dans les montagnes. C'était pour moi, c'est une réalisation pour moi itself parce que tu t'entraînes avec toutes les équipes, tous les athlètes olympiques ou paralympiques des États-Unis, de voir comment les choses ont fait, les entraînements, l'éducation, tout, c'est un autre monde. Et pour moi, apprendre à organiser mes entraînements, avoir strength workouts, musculation, avoir tous les détails, pour moi, c'était bien à vivre. C'était une expérience. Et c'est passé très bien. Ça m'a pris 1 année de s'adapter à l'altitude. C'était pas facile pour moi, surtout la natation. J'ai beaucoup souffert. C'était très slow. Avec l'altitude, on avait cette piscine de 50 mètres en altitude, c'était une torture. Mais j'ai beaucoup aimé la vie là-bas. Donc, ça se passait bien. Les entraînements, c'était bien. On commençait à donner de bons résultats. Et puis, en 2018, il y a IPC qui dit que ma catégorie va pas être à Tokyo. Toute la catégorie de PTS2, PTS3, elle va pas être à Tokyo. Donc, c'était un moment de ma vie où j'étais le plus bas parce que j'ai fait un grand move, j'ai déménagé toute ma famille, j'ai arrêté ma carrière pour ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le programme a arrêté, le funding s'est arrêté pour notre catégorie, pour tous les athlètes. Donc, j'ai commencé à faire un peu de cyclisme. Pour moi, j'étais là-bas. Le contrat va finir à la fin d'année. Pourquoi pas apprendre quelque chose de nouveau? Donc, j'ai appris à rouler dans la piste. Et donc là, il y a un mec qui t'a parlé de la piste, justement. Tu n'avais jamais fait, tu as dit, OK, c'est bon, on y va. Pour rebondir sur ce que tu disais au début. Allez, va. Ouais, je pense que cette mentalité, ça m'a ramené à apprendre beaucoup de choses, quoi. C'est pas dans le sport, c'est beaucoup de choses. Apprendre comment travailler, je sais pas, fabriquer quelque chose ou solver un problème. Donc j'ai commencé à apprendre à comment rouler dans le vélodrome. Et là, j'ai appris combien les cyclistes n'aiment pas les triathlètes. Ça, c'était marrant. Donc, en tant que triathlète, on fait natation, vélo, course à pied. On connaît beaucoup sur le vélo. Mais quand je fais que le cyclisme, c'est un autre monde. C'est vraiment... On est comme des débutants à côté d'eux parce qu'ils font ça jour après jour. Ils ont beaucoup d'expérience et beaucoup de détails. Donc, c'était une expérience pour moi d'apprendre. C'était pas assez pour moi de se qualifier à Tokyo en cyclisme, mais pour moi, j'ai fait mon mieux. Donc, mais il y a une grosse différence entre les cyclistes et les triathlètes dans le sens où les triathlètes, a priori, ils roulent pas trop en peloton, quoi. Et ça, c'est quand même un truc, ouais. Alors, sauf sur la distance olympique, dans certains cas, etc. Mais je veux dire, et même, c'est pas pareil, c'est pas du peloton où on fait des relais, où on est vraiment en équipe. Enfin, tu vois, je veux dire,
c'est pas la même chose, quoi. Donc les cyclistes en général, ils ont tendance à dire que ouais, les triathlètes ils font chier parce qu'ils savent pas rouler, dans le sens où ils savent pas rouler en peloton, quoi. Exactement. mais les triathlètes ils sont très forts, quoi. Si tu le mets en ligne droite. Ah oui, ils sont très forts, mais il faut faire un peu la part des choses parce qu'il y a quand même beaucoup de triathlètes qui viennent du monde du cyclisme aussi, etc. Donc c'est pas tous les triathlètes, mais c'est vrai que le triathlète qui a appris à rouler à vélo dans le cadre du triathlon exclusivement, c'est vrai qu'en général, il manque un peu de technique, il manque de les codes, quoi. Voilà, on roule en peloton, ils ont tendance à être un peu dangereux parce que ils se mettent pas bien dans les roues, etc. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc, ça fait pas trop partie de leur ADN, et donc c'est vrai que c'est un truc qu'on peut. J'ai appris ça la façon difficile, quoi. Bah, comme toujours, j'ai l'impression que plein la gueule, c'est ça. J'ai l'impression que ça n'a pas été très linéaire tout ton apprentissage. T'as tout pris en prenant des portes, non? Ouais, c'est bien. J'ai beaucoup aimé. C'est une belle expérience. Bon, et maintenant, du coup, toujours sur le vélo, toujours sur le triathlon. Il faudrait pas qu'un mec te parle de trail parce que là, tu risquerais de dire ok, c'est bon, j'y vais. Parce que, en fait, c'est une discussion qui se passe en ce moment avec USA Triathlon. J'ai appris un travail avec Visa il y a 3 mois. Donc, j'ai commencé à travailler. C'est pour la première fois d'avoir. Avant, j'ai travaillé à mi-temps. J'avais beaucoup de flexibilité. Maintenant, c'est 8 à 5. C'est récent. Ça a commencé en septembre. C'est beaucoup de travail pour moi de rester assis pendant 8 heures par jour. Donc, il y a une chance de s'entraîner pour Paris en triathlon avec l'équipe des États-Unis. On essaie d'avoir une façon de s'adapter. J'ai 39 ans maintenant. J'ai pas beaucoup de sprint en nuit. J'ai beaucoup d'endurance, mais pas beaucoup de sprint. Donc, on essaie de trouver une façon de préparer pour Paris, mais intelligemment, en considération mon travail aussi, mon âge. Donc, c'est en préparation pour l'instant. Donc, ça sera la dernière fois. Pourquoi les États-Unis? Parce que moi, ça fait plus de 10 ans que j'habite ici, mais aussi j'aime beaucoup l'équipe ici. Le manager qui gère l'équipe des États-Unis, c'est une personne magnifique qui aime le sport et qui a envie de m'aider. Il a envie qu'on finisse cette journée qu'on a commencé en 2018. Donc, on va essayer de faire ça cette année, en 2024. J'ai beaucoup de compétitions. Il y a un nouveau Français qui s'appelle Jules. C'est un nouveau monstre. Elle est trop rapide. Il a gagné la championne du monde à Abu Dhabi, où j'ai fini dernier. Donc, j'ai beaucoup de travail à faire. Donc, on va savoir comment ça va se passer pendant les 3 prochaines années. En parallèle de ça, il y a avec deux amis. Un est double amputé et un il a une malformation de bras. On a commencé ce projet. C'est un projet qui va prendre, je sais pas, 10, 15 ans, je sais pas combien. C'est en fait de connecter le point le plus bas, le point le plus haut de chaque continent. Donc, par n'importe quel vélo, canot, hike, whatever. Donc, on a fait, juste avant le Covid commencé, on a fait South America. Donc, on a commencé de Patagonia en vélo. On a roulé je sais pas combien de kilomètres pendant 4 semaines. Patagonia all the way en Argentine. On a fait Aconcagua. On a monté Aconcagua. Donc, ça, c'est le lowest point, highest point in South America. Donc, on a North America, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, pôle Sud. Donc, c'est un projet énorme. Le but, c'est le handisport, les personnes avec handicap, et elle vient après les personnes valides. Quand une personne valide fait quelque chose, on dit on va faire ça. C'est le premier handisport qui a fait ça. Mais nous, avec ce projet, c'est qu'on veut prendre les choses en main. On est les premières personnes qui ont fait ce projet-là. C'est jamais fait avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sensibiliser les gens sur l'handicap, sur l'handisport. En France, aux États-Unis, l'handicap, c'est tout le monde. On ne sent pas qu'on est discriminé. Il y a des choses, mais c'est pas quelque chose qui va stopper, bloquer ta vie. Mais il y a des endroits où parfois, jusqu'à maintenant en Afrique, quand tu as un enfant avec handicap, t'es mieux que parfois dans des petits villages, t'es exclu du village
à cause de ton handicap. Ça, c'est un exemple, mais ici, à l'éducation, c'est un grand projet. On va avoir un crew qui va documenter tout ce projet. On va essayer d'avoir un documentaire sur chaque continent et aussi avoir des histoires. Moi, mon histoire, grâce au sport, j'ai pu changer ma vie et je pense qu'il y a beaucoup de gens, quelques coins dans le monde, qui ont besoin de cette histoire qui s'est passée avec moi et mon père, avec le champion paralympique de natation. On va montrer ça au niveau global pour beaucoup de gens là-bas. Donc, on va voir. Passer la bonne parole et inciter le maximum de gens qui sont justement victimes d'un handicap pour leur montrer que c'est pas la fin du monde et qu'on peut quand même y arriver. Ouais, exactement. Waouh, super projet. Et donc, du coup, t'inclus l'ascension de l'Everest là-dedans. Il y a l'Everest, c'est le dernier. J'ai pas envie, ma femme ne savent pas encore passer. J'ai pas envie. Je fais la même stratégie, c'est checkpoint by checkpoint. Je commence par le plus facile. L'Everest, ça fait peur à ma femme. Donc on verra quand on arrive. Fais gaffe parce que si elle écoute le podcast, va falloir lui dire bientôt. on attend. Je dis que l'Everest, on pense à l'Everest quand on arrive là-bas. Donc ça va dans 10 ans peut-être l'Everest, mais l'année prochaine on essaie de faire l'Europe peut-être. On commence dans la Russie, on va aller jusqu'au Mont Blanc en France. Donc ça va prendre 5 semaines. Et comment tu fais pour définir le point le plus bas? Le point le plus bas, c'est quoi? Ça doit être aux Pays-Bas, j'imagine. Non, le plus bas, c'est pas le Pays-Bas, c'est j'aurais bien aimé que ce soit le plus bas. Facile. C'est plus facile. C'est moins loin que la Russie. C'est dans la Russie. Il y a un lac. D'accord. Il y a un lac où il y a je sais pas combien exactement le statistique, mais ça c'est le plus bas. C'est en dessous du niveau de la mer. Ouais, okay. ouais. Forcément, tu dois connaître, mais j'ai eu la chance d'interviewer pour un autre podcast que j'ai pas encore publié, Bouchra Baïbadou. Forcément, l'Everest, elle pourra te donner quelques conseils. Et en plus, c'est une de tes consoeurs, puisqu'elle est marocaine aussi. Ouais, elle est magnifique. C'est une championne. Tu peux peut-être nous redonner justement les détails sur ton projet, comment ça s'appelle, où est-ce qu'on peut trouver plus d'infos, éventuellement où est-ce qu'on peut contribuer si vous faites des appels aux dons. lowesthighs.org, yeah. Super. Écoute Mohamed, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. J'ai encore 2 petites questions avant de terminer, de te laisser aller t'entraîner ou aller bosser. Aller bosser. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. On l'aura bien compris, tu es passé par beaucoup d'étapes pour en être là où tu en es actuellement et peut-être tenter de représenter un autre pays au JO de Paris en 2024. Mais du coup, selon toi, quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un pour devenir triathlète ? Personnellement, je pense que il y a quelque chose de différent par rapport au triathlon. C'est différent d'autres sports. Parce que moi, j'ai essayé le cyclisme, j'ai essayé la natation by itself, mais le triathlon, c'est très spécial. C'est que je pense que la première chose, c'est pas devenir un triathlète. C'est comme un mode de vie. C'est que ne pense pas à faire des courses. Ne pense pas aller, n'aie pas peur de l'eau, n'aie pas peur de rouler en vélo ou courir, mais pense à c'est quelque chose qu'on a besoin dans notre vie parce que c'est un sport qui est très complémentaire. C'est que c'est pour ton bien. Si tu commences à aimer le sport, de comprendre le triathlon, c'est un mode de vie. C'est la première étape. C'est quand tu comprends ça, quand tu sais que c'est quoi le triathlon, comment ça va rouler dans ta journée, dans ta vie, comment tu vas ajouter ça. Moi, je parle des gens qui travaillent, des gens qui ont des responsabilités, ils vont ajouter ça dans leur vie. Quand on commence par ça, comment on ajoute ça, ces heures d'entraînement, sans avoir un stress sur notre vie, ça c'est la première étape. Quand on arrive à réussir avec ça, après, it's easy, c'est facile, c'est un mode de vie. Ça, tu peux pas. Ça va planifier ta vie pour le mieux. Ça c'est parce que moi je me rappelais bien que il y a toutes ces options. Il y a le sprint, il y a olympique, il y a longue distance, il y a extra. C'est des options qui te met en contact avec la nature d'une façon ou d'une autre. Donc pour moi, le premier conseil, c'est just have fun. It's good for you. Like, it's good. Trust me in that. Yeah.
Super, merci beaucoup. Et puis, la dernière question que je pose à tous mes invités pour pouvoir continuer d'échanger avec toi, pour suivre un petit peu tes aventures, pour te soutenir, pour peut-être venir te voir à Paris en 2024, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Non, je vais revenir d'abord sur un conseil sur devenir un triathlète. Il y a quelque chose qui m'est arrivé, surtout au début quand j'ai fait les Ironman, les longues distances. Il y a toujours, quand tu sors de la natation, il y a beaucoup de gens, il y a l'adrénaline et tu commences le vélo très fort. Et après, je parle de longue distance. Après 5 km, tu chutes. Et c'est la même chose en course à pied. Il y a les gens qui t'applaudissent, tu aimes beaucoup ça. Et en course à pied, tu commences très fort et après, tu chutes. Donc, en Ironman ou Half Ironman, just be yourself. Trust the pace, pace yourself. Okay. Pace yourself, that's it. And you can finish Ironman. Pace yourself, that's the key. Cool. Ouais, je vois beaucoup de gens qui font cette erreur et ils finissent pas la distance. C'est juste à cause de ça, parce que ils commencent trop fort en vélo et en course à pied. Pace yourself from the beginning. Social media, je suis à Instagram, Mohamed Lahna. Yeah, Instagram, LinkedIn. I'm in LinkedIn all the time. That's it. Pas trop en Facebook, mais juste Instagram and LinkedIn. Cool. Bon, bah écoute, on va bien suivre ça. lowestice.org aussi. Tous tes prochains projets. C'était hyper cool en tout cas de t'écouter dans ça. Enfin, pour moi, ça m'a donné une grosse claque là et je me dis qu'il est temps que j'en fasse encore un peu plus parce que voilà, quand on t'entend, en tout cas, on n'a vraiment aucune excuse, quoi. Faut qu'on en fasse plus. Ça avait déjà bien commencé le No Excuse avec Philippe Martin qui a des semaines de 90 heures et le mec il trouve le temps de faire 41 Ironman. Donc finalement, Philippe nous a dit de venir de t'interviewer. Donc on continue bien avec toi. Peut-être que je pourrais rajouter une troisième question du coup pour qu'on continue dans cette série. Qui est-ce que tu nous conseillerais d'aller interviewer si on avait, si tu devais recommander un ou une triathlète ou un ou une sportive? Stéphane Baillet. Stéphane Baillet, c'est role model for me. C'est essayer de le battre. C'est lui qui m'a poussé de devenir un bon triathlète. C'est essayer de le battre. Et je pense que j'ai pas réussi une seule fois. C'était dans les Jeux paralympiques. Il m'a battu dans tous les événements de ITU pendant 4-5 ans. Donc ça marche. Bah, Stéphane, si tu nous écoutes, voilà, t'es le bienvenu. Stéphane Baillet, c'est un gars magnifique, très fort. C'est un monstre. Ok, bah écoute, on relève le challenge. Si tu nous écoutes, Stéphane, contacte-nous. Et puis si c'est pas le cas, de toute façon, nous, on viendra à toi et tu passeras aussi dans le podcast, j'espère. Ah super, génial. Bah écoute, merci encore Mohamed pour le temps qu'on a passé ensemble. Presque 2 heures d'épisode, c'était génial. Comme l'a dit Olivier, on a pris des claques. Maintenant, on n'a plus d'excuses. Donc, on te souhaite une bonne continuation, une bonne journée parce que pour toi, c'est le début de la journée. Et puis Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Yes. Super. Salut Mohamed, ciao. Merci beaucoup. Super, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.